C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire là, qui vise à présenter les résultats qu'on dirait préliminaires là, de la toute première enquête sur les besoins des défis en habitation de la relève agricole au Québec. Je me présente, je m'appelle Clovis Raymond-Laruelle, je suis coordonnateur à la recherche et aux politiques agricoles à la FRAC, là, la Fédération de la relève agricole du Québec, qui a été très, très fier partenaire là, de cette enquête. Je vais être votre co-animateur là, pour le webinaire, principalement pour la période de questions suite à la présentation, mais je fais aussi le petit mot d'introduction. Je tiens à souligner là, tu sais, la question de l'habitation là, pour la FRAC, c'est quand même un enjeu important. Là. Tu sais, on constate depuis plusieurs années là, que l'enjeu du logement agricole, c'est de plus en plus présent là, dans les interrogations, puis aussi les inquiétudes de la relève de nos membres, en fait. Là. C'est la valeur agricole, la valeur des terres agricoles là, sur lesquelles se trouvent des habitations habitables, parce qu'il y en a aussi qui sont en décrépitude, mais là où il y a des maisons où les gens peuvent vivre, là, c'est de plus en plus élevé, là, entre autres dû à la spéculation qui entraîne une augmentation assez exponentielle des terres agricoles. Là. C'est se questionner sur les solutions possibles, ça passe par tu sais, l'identification d'un portrait plus global des besoins, puis c'est ce que l'enquête cherche à établir aujourd'hui. Sachez que cette enquête-là, là, dont les résultats vont être présentés sous peu, s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Repenser l'habitation pour la relève agricole. C'est piloté par le Centre d'innovation sociale en agriculture, qui s'appelle donc le CISA. Là. On va continuer, j'imagine que les collègues du CISA vont sûrement l'appeler le CISA pour le reste de l'événement. Donc, c'est ce que ça veut dire, Centre d'innovation sociale en agriculture, qui se trouve au Cégep de Victoriaville, puis qui est réalisé en collaboration avec les habitations Canopée. J'en profite pour mentionner que ce projet de recherche-action et la tenue du webinaire sont rendus possibles grâce à la participation évidemment financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Avant de passer la parole à nos présentatrices, je vais vous donner quelques informations assez importantes là, pour la durée du webinaire. Évidemment, c'est enregistré. Le but, c'est de pouvoir le rendre possible par la suite là, sur le site du CISA, mais aussi sur YouTube. L'enregistrement va être disponible au courant de la journée, je pense, sur la chaîne YouTube et aussi sur le site du CISA dans la page web qui est dédiée directement au projet d'habitation. Afin d'assurer le bon déroulement du webinaire, on a désactivé vos micros. Ils vont pouvoir être réactivés évidemment pendant la période de questions. Cette période-là va arriver après la présentation des résultats. Fait qu'on va vous demander de garder vos questions pour ce moment-là. Évidemment, vous pouvez écrire dans le chat. Là. On va essayer de répondre aux questions qui se répondent par écrit. Mais si vous avez peur de l'oublier, écrivez-la, puis on va pouvoir y revenir par la suite. Là. Pendant la période de questions, là, on vous inviterait aussi évidemment à allumer votre caméra. C'est plus agréable pour tout le monde, puis ça permet d'avoir un meilleur échange là, pour pouvoir pour assurer la compréhension de tout le monde. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Véronique Allard, qui est chercheuse et chargée de projet au CISA. Merci beaucoup, Clovis. Bonjour à tous. Je m'appelle Véronique. Je suis chercheuse chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville. Je suis également responsable du projet Repenser l'habitation pour la relève agricole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire quelques remerciements. Donc, d'abord, merci à la FRAC, merci à Clovis d'avoir accepté d'animer le webinaire, mais merci aussi surtout de votre soutien là, dans la diffusion de l'enquête, puis aussi de vous être prêté au jeu là, pour la phase test du questionnaire. Je tiens également à souligner le travail de mes deux collègues, Julie Courchaine et Marilyn Cadieux, là, qui vont s'adresser à vous juste après moi. Elles sont auxiliaires de recherche au CISA, puis elles ont contribué au montage du questionnaire, à l'analyse des données, à l'interprétation des résultats qui vous seront présentés aujourd'hui. Puis, bon, finalement, bien que c'est le CISA qui s'adresse à vous aujourd'hui, je tiens également à souligner là, que le projet, comme le dit Clovis, est en collaboration avec l'organisme Habitation Canopée. Je vous salue, Jean-François et Vincent, qui, je le sais, sont parmi nous aujourd'hui et sans qui là, le CISA ne pourrait pas mener ce projet sur la thématique de l'habitation. Ce qui nous attend là, pour la prochaine heure, d'abord, mot bienvenue qui est fait, mise en contexte et présentation du projet de recherche que je vais faire à l'instant. Puis, on va rentrer rapidement là, dans le crunchy, si je peux me permettre, résultat préliminaire de l'enquête avec une période de questions à la fin. C'était important pour moi de revenir un peu en arrière sur l'historique là, qui nous a mené au projet qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, tout a commencé avec un autre projet de recherche qui s'est réalisé en 2020-2023,
dans le cadre duquel le CISA a accompagné trois projets qui visaient à favoriser l'établissement de la relève agricole non apparentée dans trois territoires différents au Québec. Donc, cet accompagnement-là visait à aider les porteurs de projets dans le développement de leurs initiatives, puis aussi l'expérimentation. Donc, dans le cadre de ce projet-là, je tiens à mentionner en fait que ces trois projets-là, oui, avaient pour objectif de favoriser l'établissement de la relève agricole, mais c'était aussi dans une visée de dynamiser leur communauté, assurer l'arrivée de nouveaux arrivants, maintenir les services à la communauté parce que, bon, c'était des territoires avec des indices de dévitalisation plus ou moins importants. Donc, pour faire cet accompagnement-là, le CISA a suivi une dizaine d'aspirantes et d'aspirants agriculteurs dans le cadre de leur parcours d'établissement en agriculture. Ça nous a permis, ce suivi-là, là, de documenter les défis et les besoins de la relève en matière sur différents aspects, là, mais en lien avec leur établissement en agriculture. C'était des étudiants essentiellement du DEC en formation agricole au Cégep de Victoriaville. Donc, ces travaux de recherche-là ont mené notamment à la publication de l'anti-guide d'établissement en agriculture que vous voyez à l'écran et dont le lien là, vous a été partagé dans le chat. Donc, ça rassemble un ensemble de conseils pour la relève agricole non apparentée qui souhaitent s'établir en agriculture. Donc, dans le cadre de ces travaux de recherche-là, le CISA, oui, a documenté différents besoins, différents défis. Puis, un des défis qui est ressorti, puis auquel on s'attendait plus ou moins, c'était la question du logement. En plus de l'entente de la part des aspirants qu'on suivait, ben, les projets qu'on accompagnait ont aussi fait face à des défis en matière de recrutement de relève agricole là, sur leur territoire. Euh, Dans le fond, vous voyez que le projet a commencé en 2020-2023. Donc, c'était en pleine COVID. Vous savez aussi que, bon, il y a eu des impacts quand même considérables sur le marché immobilier. Puis, une crise du logement, c'était la crise du logement qui était vécue peut-être plus en milieu urbain, a aussi commencé à se déployer en région. Puis, c'est entre autres ce que nos projets ont constaté, puis les territoires avec lesquels on travaillait, là, notamment dans le Témiscouata puis dans les Basques, ont subi là, les revers de cette crise-là. Donc, je tiens, ça m'amène, c'est ça, à vous parler un peu des constats qui sont à l'origine du projet. Donc, oui, le fait que la crise du logement touche autant les régions rurales que les centres urbains. D'ailleurs, à cet effet-là, là, il y a l'organisme Place aux jeunes en région qui rapporte en 2023 là, que c'est 700 migrations de jeunes de 18 à 35 ans qui ont été ratées faute de logement pour les accueillir. À titre comparatif, là, pour l'année 2022-2023, c'est 2300 environ migrations là, réussies. Donc, 700 ratés sur un 2300 réussis, c'est quand même une part non négligeable. Un autre constat qui a mené au présent projet, c'est aussi le fait que pour la relève agricole, s'établir en agriculture, mais ça arrive souvent au même moment que l'acquisition d'une première propriété. Donc, deux investissements qui sont quand même assez importants dans une vie pour un individu. Je mets en comparaison, dans le fond, deux données pour vous donner un petit peu un meilleur portrait. Selon le dernier portrait de la relève agricole du MAPAC en 2021, la relève est âgée environ de 33 ans. Puis pour ce qui est de l'âge moyen du premier acheteur, une étude réalisée en 2024 indique que ça tourne autour de 34 ans. Donc, deux achats, deux investissements importants dans une vie qui arrivent à peu près au même moment. Puis, tout ça en parallèle dans un contexte où de plus en plus de communautés s'activent pour mettre en place des systèmes alimentaires territorialisés, des communautés nourricières. On sait que la relève agricole, puis nos agriculteurs sont à la base de ces communautés-là. On sait également que on a vu dans les dernières années un vieillissement des agriculteurs et des agricultrices, une concentration des entreprises agricoles. Donc, faciliter l'établissement de la relève, c'est aussi travailler à contribuer à la vitalité de nos milieux ruraux.
Euh, donc, tout ça a mené au projet finalement Repenser l'habitation pour la relève agricole, dont l'objectif est d'accompagner trois territoires du Québec, la municipalité de Saint-Camille, la MRC des Basques et la MRC de Témiscouata, dans une démarche de co-création, de prototypage et d'expérimentation de solutions de logement abordables adaptées aux besoins spécifiques de la relève agricole. C'est un projet qui va s'échelonner sur une durée de 3 ans. Ça a commencé en février dernier, donc en février 2025, ça fera 1 an qu'on a commencé le projet, puis ça se terminera en janvier 2027. Donc, pourquoi ces trois territoires-là? Ben, d'abord, la MRC de Témiscouata, la MRC des Basques, c'était des territoires avec lesquels le SIDA travaille depuis plusieurs années. Donc, ça faisait sens de poursuivre cette collaboration-là avec eux. Saint-Camille s'est rajouté parce que, ben, tout comme les Basques et la MRC de Témiscouata, ils travaillent activement là, à attirer la relève agricole sur leur territoire. Donc, la première année la première année du projet a été marquée par la documentation des enjeux puis des besoins de la relève agricole en matière de logement. Puis, on a également travaillé à former des groupes porteurs dans chacun des trois territoires pour co-construire les projets de logement avec eux. Je salue d'ailleurs tous nos partenaires là, qui sont avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. C'est sa parole, Julie. Oui, salut tout le monde. Donc, parlons maintenant du thème principal du webinaire, c'est-à-dire de l'enquête sur les défis et les besoins en habitation de la relève agricole. Donc, il faut dire que c'est une enquête exploratoire, là. Il ne semble pas avoir eu de recherche spécifiquement à ce sujet-là auparavant. Donc, c'est vraiment un premier pas dans la thématique de l'habitation pour la relève agricole. Puis, on voulait vraiment qu'avec les résultats de cette enquête exploratoire-là, de poser des hypothèses qui seraient éventuellement à creuser dans des études qui seraient de plus grande envergure. Donc, l'objectif premier de l'enquête, c'était vraiment de mieux comprendre c'est quoi les enjeux puis les besoins de la relève agricole en matière d'habitation. Puis par le fait même, c'était de venir alimenter la réflexion des territoires avec lesquels on travaille pour développer des solutions de logement qui soient abordables puis adaptées aussi. Puis une autre raison, c'était on voulait recruter des agriculteurs et des agricultrices qui seraient intéressés à participer à la co-création de solutions de logement abordables parce qu'on est dans un processus d'innovation sociale, donc on veut impliquer les usagers dans la conception. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel. Présentement, on recueille les témoignages de ces personnes-là pour creuser de façon plus qualitative puis nuancer les besoins puis les défis de la relève agricole. On a rencontré 7 personnes jusqu'à présent, puis on voulait inviter s'il y a des membres de la relève agricole présentement dans le webinaire qui sont intéressés à partager leur expérience avec nous. On va mettre ou on a mis dans le chat le lien pour l'appel à projet, puis vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez. Nous, on va pouvoir communiquer avec vous par la suite pour faire des entretiens. Donc, la méthode qu'on a utilisée pour faire l'enquête, c'est le questionnaire en ligne. On a utilisé Microsoft Forms. Puis, à travers différents embranchements, il y avait les personnes finissaient par répondre environ à 34 questions. Pardon. La diffusion du questionnaire s'est étalée sur 39 jours, c'est-à-dire du 16 septembre au 6 octobre. On a décidé de le faire en ligne, de l'envoyer par courriel pour essayer de faciliter la réponse pour la relève agricole. Ça permettait plus de flexibilité dans l'horaire, tout ça. Puis pour nous, ça nous permettait d'atteindre plus de personnes avec un peu moins de ressources. Donc, on a envoyé le questionnaire à travers différents canaux qu'on voulait être diversifiés pour pouvoir justement atteindre une diversité de membres de la relève pour pouvoir faciliter leur participation aussi. Donc, nous, on a envoyé le questionnaire par courriel à 450 contacts qui proviennent d'organisations puis de réseaux qui sont en contact avec la relève. Donc, je vais nommer nos réseaux, justement, à qui on a envoyé ça. Donc, la FRAC, des incubateurs puis des motels agricoles. On parle aussi de responsables de programmes d'études en agriculture, donc tant
au niveau professionnel que collégial qu'universitaire. On l'a envoyé à des représentants de l'ARTER, à des conseillers de la relève MAPAC, à des directions régionales du MAPAC aussi. On l'a envoyé à des conseillers en développement agroalimentaire, en développement économique des MRC, des tables agro, le Carrefour bioalimentaire aussi. On l'a envoyé au UPA local et régional, puis à du réseau de mentorat. Donc, tout ça, nous, on envoyait le questionnaire à ces réseaux-là qui, eux, après ça, le transmettaient à leurs membres. On l'a aussi relayé via des infolettes, comme par exemple celle du CETAB de AgriRéseau, puis aussi le réseau du RJME, et sur nos réseaux sociaux qui sont Facebook, LinkedIn du SILA. Donc, le questionnaire s'adresse à la relève agricole. La définition qu'on a prise pour définir finalement la relève agricole, c'est celle du MAPAC et de la financière agricole, mais à laquelle on a ajouté les aspirants et les aspirantes. Pour nous, c'est vraiment important d'intégrer la relève aspirante, même s'ils ne font pas partie en soi de la définition du MAPAC, parce qu'en fait, on veut les aider à s'établir, ces personnes-là, donc on a besoin de connaître c'est quoi leurs enjeux. Donc, on avait finalement deux populations qui font de la relève agricole. La population de la relève qui est dite aspirante, donc des personnes de moins de 40 ans qui souhaitent devenir entrepreneurs agricoles. Puis on a la population dite la relève établie, donc ce sont des personnes aussi de moins de 40 ans, mais qui détiennent au moins 1% des parts d'une entreprise agricole. Puis là, de là, ont émergé nos deux échantillons. Puis vous allez voir dans la présentation des résultats plus tard, on a analysé ces deux échantillons-là de façon vraiment séparée, donc la relève agricole et la relève établie. Puis évidemment, les personnes qui ne répondaient pas à ces critères-là étaient automatiquement exclues de la recherche. Ça a été aussi un échantillonnage non probabiliste, donc non aléatoire qu'on a utilisé. Donc, c'était vraiment pour des questions que c'était plus rapide, c'était plus facile, puis les coûts étaient beaucoup moins chers de faire ce genre d'échantillonnage-là qu'un échantillonnage probabiliste. Puis comme je l'ai dit tantôt aussi, la technique d'échantillonnage, c'était l'échantillonnage par réseau, donc à travers nos réseaux qui, eux, le relayaient à leurs membres pour atteindre les membres de la relève agricole finalement. Puis la participation était évidemment volontaire. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées, qui ont répondu à l'enquête. Donc, au total, il y a eu 216 membres de la relève agricole qui ont répondu au questionnaire. 102 de ces personnes-là étaient de la relève dite aspirante, puis 114 proviennent de la relève dite établie. Il y a évidemment des limites, comme dans toute enquête, il y a des limites. Les deux principales, disons, c'était déjà l'intention de l'enquête et le budget qui est limité. Tu sais, nous, on voulait vraiment faire une enquête exploratoire sur les défis puis les besoins. On a une partie de notre financement du projet qui était dédiée à l'enquête, mais la majeure partie du financement du projet, ça vise à développer des projets d'habitation. Donc, notre budget ne nous permettait pas d'aller vers un échantillonnage probabiliste. Puis ça nous amène au point 3, qui est la nature de l'échantillon. Les échantillonnages qui sont non probabilistes, qui sont non aléatoires, permettent pas de vérifier c'est quoi la marge d'erreur, donc nous permettent pas de voir finalement c'est quoi le niveau de représentativité de notre échantillon. Il y a aussi la taille de l'échantillon qui est relativement petite, qui faisait que c'était difficile de faire des croisements entre les cartes qui sont dépendantes et indépendantes. Fait que si on allait dans des sous-échantillons, par exemple, si on voulait vérifier le type de production, s'il y avait un lien avec le revenu de l'entreprise agricole, mais ça faisait finalement qu'on avait des tout petits sous-échantillons, comme par exemple 9 entreprises ou 20, ce qui faisait que finalement, rapidement, les liens deviennent assez ténus. Puis une autre limite, en fait, c'est que, étant donné qu'on a utilisé Microsoft Forms, puis les gens répondaient de façon anonyme, ben on n'était pas en mesure de vérifier si une même personne avait répondu plusieurs fois au sondage. Donc, tout ça pour dire que, de façon générale, c'est pas possible de savoir à quel point l'étude est représentative. Donc, on peut pas dire
que l'étude est représentative de l'ensemble de la relève agricole. Ça se peut que les personnes qui ont répondu au questionnaire soient des personnes qui se sentent le plus concernées par le sujet de l'habitation et donc ça viendrait un peu pour avoir comme effet de surreprésenter les problématiques de l'habitation chez la relève agricole. Donc, on ne peut pas extrapoler, on ne pourrait pas dire de nos résultats, ben, nos résultats disent que 40% de la relève agricole ont tel enjeu d'habitation. Mais par exemple, ce qui nous intéressait, c'était d'identifier c'est quoi les enjeux puis les besoins de la relève agricole qui sont concernés par l'habitation. Donc, même si c'est pas tout le monde qui vit ces enjeux-là sont quand même présents puis il faut les connaître pour pouvoir mieux comprendre comment agir pour faciliter l'implantation de la relève agricole. Donc, c'est ça. Je termine en disant que, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est une recherche qui est exploratoire puis qui nous permet de poser certaines hypothèses pour des futures recherches en habitation. Là, présentement, comme j'ai dit, on est en train de creuser de façon de façon plus qualitative, plus nuancée les besoins puis les défis à travers des entretiens, mais on veut vraiment aussi inviter des chercheurs qui seraient intéressés à faire des enquêtes qui soient quantitatives à plus large échelle. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ces enjeux-là. Puis là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Marilyn. Bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn, aide de recherche au Centre d'innovation sociale en agriculture. Et donc, moi, je vais vous présenter là, les résultats préliminaires puis les profils des répondants. Ok. Donc, tout d'abord, je veux amener votre attention sur le petit n qui va accompagner chacun des graphiques. Donc, ça vous indique le nombre de réponses par question. Puis là, ici, on commence là, avec tout le monde a pu répondre une seule fois à la question. Donc, vous allez voir plus tard, on a des choix multiples. Donc, ça va être particulièrement pertinent là, à ce moment-là. Et donc, pour ce qui est de la répartition par tranche d'âge pour la relève établie, on voit qu'on a une forte concentration là, à partir de 30 ans. Là. Donc, les 30 ans et plus correspondent à 76% de notre échantillon. Puis, on a voulu comparer un petit peu là, avec les données du MAPAC. Là. Donc, on l'a déjà mentionné, le portrait de la relève de 2021. Puis, l'âge moyen pour s'établir, c'est excusez-moi, l'âge moyen de la relève est de 33 ans. Et donc, on est à peu près dans ces eaux-là. Puis, leur proportion là, des 25 à 34 ans correspond à 49% de la relève agricole. Puis, de notre côté, là, c'est les sections qui sont en jaune et en rose. Donc, c'est 54% de notre échantillon. Donc, le but là, de cette comparaison-là, puis je vais le faire à quelques reprises, c'est vraiment de voir est-ce qu'on est complètement à l'opposé de ce que la relève établie a l'air ou est-ce qu'on s'en approche? Puis ce qu'on voit généralement, c'est qu'on n'est pas très loin là, de la réalité, mais on ne veut pas non plus extrapoler là, sur ces données-là. C'est vraiment juste pour une brève comparaison. Puis pour ce qui est de la relève aspirante, on voit là, que toutes les catégories sont quasi homogènes là, dans leur répartition. Donc, on a vraiment un échantillon qui est diversifié au niveau de l'âge. Ensuite, pour ce qui est de l'année d'acquisition des premières parts dans l'entreprise, on voit que la relève établie, c'est pour nous, là, notre échantillon est très fortement représenté de 2015 à aujourd'hui. Donc, c'est 84% de notre échantillon. Donc, ils ont des entreprises là, qui ont moins de 10 ans. Pour ce qui est de la relève aspirante, on a 51% de nos répondants qui envisagent s'établir d'ici 10 ans. Donc, c'est une relève là, qui est intéressée par un établissement à court terme. On peut penser qu'ils sont peut-être justement dans la réalité de se trouver un logement en ce moment pour leur ménage. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont sentis concernés par notre questionnaire. Puis, on a 29% des répondants et répondantes qui veulent s'établir d'ici 5 ans, donc plus dans un horizon là, de moyen terme. Pour ce qui est des modes d'établissement, on voit que le mode préconisé là, par la relève établie a été le reprise-transfert familial à 51%. Puis, si on compare aux données du MAPAC de 2021, eux, c'est 54% là, des répondants là, qui disaient avoir utilisé le transfert familial.
Et notre deuxième réponse la plus populaire, c'est le démarrage d'entreprise à 41%. Puis on voit que l'intégration à une entreprise existante ou le reprise-transfert non apparenté sont plus là, des modes qui sont marginaux pour s'établir. Puis pour la relève aspirante, là, c'était une question à choix multiple, donc ils pouvaient aspirer à des modes d'établissement qui étaient différents. Tu sais, ils ne savent pas nécessairement là, comment ça va se dérouler pour eux. Donc environ un peu plus du tiers, donc 36%, envisagent plus d'un mode d'établissement. Puis là, on voit que le démarrage d'entreprise devient l'option la plus populaire et le reprise-transfert familial perd là, un peu de répondants. Et si on se compare encore une fois au MAPAC, on voit qu'entre 2006 et 2021, la proportion de jeunes qui s'établissaient par transfert familial avait diminué en passant de 59% à 54%. Puis celle des jeunes qui s'établissent par démarrage avait augmenté de 27 à 36%. Est-ce que on peut dire que c'est une continuité de ça? Pas nécessairement. Encore une fois, ils pouvaient répondre plus d'une fois à cette question-là, dans le sens où ils pouvaient mettre plus d'une réponse. Puis, c'est envisagé, ça dépend de notre échantillon. Mais une chose qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt qui est diversifié parce que des modes qui étaient qu'on considère comme marginal là, pour la relève établie, donc soit l'intégration d'une entreprise existante puis le reprise-transfert non apparenté, ben, on voit ici là, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, mais on considère ça comme une surreprésentation. Là. On sait pas, c'est pas dit que ça va être comme ça là, qui vont s'établir. Puis, on s'ensuit les types de production que la relève établie fait dans leur entreprise, font dans leur entreprise. Donc, 55% disent avoir plus d'une production. Puis, de la manière qu'on a posé la question, il n'y a pas de distinction entre la production principale, secondaire, tertiaire, etc., etc. Donc, elles ont toutes été inscrites, puis on ne sait pas dans quelle proportion là, ils produisent là, de chacune de ces productions-là. Donc, on voit que les deux productions où on a une plus grande représentation, c'est au niveau de la production laitière et de céréales, protéagineux et grains pour l'alimentation animale. De ce côté-là, ça ressemble quand même là, au portrait du MAPAC, dans le sens où l'activité principale, puis là, c'est vraiment la distinction, eux, ils questionnaient par rapport à l'activité principale, ben, celle qui était la plus présente, c'était à 33% pour la production laitière, et c'était en diminution de 4% depuis 2016, et c'était suivi par les grandes cultures à 15%, la sériculture avec 11%, 9% des membres disaient produire des légumes frais ou de transformation et 7% des bovins de boucherie. Puis si on retourne à nos données de notre échantillon, on voit là, que les productions horticoles ont quand même une belle représentation, mais ça reste, ça reste différent du portrait du MAPAC. Puis la production acéricole est aussi présente dans une proportion qui est assez similaire à celle du MAPAC. Puis si on regarde pour la relève aspirante, encore une fois, ils pouvaient sélectionner plus d'une production. Et le 3/4, donc 75%, envisagent plus d'une production. On voit que la production laitière et les céréales, protéagineux et grains sont moins représentés et qu'au contraire, là, on a une grande représentation des productions horticoles et la production de légumes là, est largement représentée. La production acéricole est plus dans notre top 5 là, de production. Puis on voit là, que la production ovine fait son entrée comme étant une production là, qui intéresse beaucoup les aspirants et les aspirantes. On pense que les différences entre la relève aspirante et la relève établie peuvent venir de notre mode de distribution, là, de diffusion, excusez-moi, de notre questionnaire. Ça peut avoir plus accroché là, chez certains, ça peut avoir été plus diffusé chez certains de nos partenaires et avoir mené à cette représentation-là. Donc, pour ce qui est des régions d'établissement, on voit que la Montérégie, l'Estrie et le Bas-Saint-Laurent sont les 3 régions les plus représentées. Et dans le portrait de la relève agricole du MAPAC, c'est la Montérégie est là à 21%,
l'Estrie 10% et le Bas-Saint-Laurent 9%. Donc ça, c'est leur taux de représentation. Puis on voit que de notre côté, le centre du Québec et Chaudière-Appalaches sont moins représentés dans chez notre relève établie, alors que du côté du MAPAC, là, c'est un 20% pour Chaudière-Appalaches, puis un 13% du Québec. Donc, ils sont un peu moins là, représentés de notre côté. Puis, si on regarde là, pour la relève aspirante qui pouvait sélectionner plus d'une région d'établissement, on voit là, que cette différence-là s'accentue. Chaudière-Appalaches est encore moins représentée, puis le centre du Québec est soudainement fortement représenté. Puis là, on pense que c'est dû au fait que le CISA est ancré à Victoriaville, qui est au centre du Québec, et donc que notre réseau est très fort. Euh, Puis on pense là, que ça peut avoir eu un impact, mais que l'impact aurait été, on le voit surtout du côté là, de la relève aspirante. On se rappellera aussi là, que nos principaux partenaires pour ce projet sont en Estrie et au Bas-Saint-Laurent. Donc là, on voit que le Bas-Saint-Laurent ici est un petit peu plus représenté là, que dans la relève établie. Puis on pourrait penser que ça peut être à cause, encore une fois, du mode de diffusion. Pour ce qui est des modes de propriété de la terre, pour les deux catégories, là, c'est une question à choix multiple. Donc, pour ceux qui sont déjà établis, 31% disent avoir plus d'un mode de propriété, donc d'avoir besoin de peut-être plus d'un lot pour faire leur production. Et la majorité disent être en propriété privée, suivi de la location et de la location avec option d'achat. Puis je veux noter aussi que ceux qui disaient avoir plus d'un mode de propriété, bien souvent, là, c'était des personnes qui étaient en propriété privée et en location, parfois même propriété privée, location et location avec option d'achat, donc les trois choix possibles. Pour ce qui est de la relève aspirante, on voit que la propriété privée est encore devant tous les autres choix, malgré les difficultés d'accès à la terre et les coûts qui ont augmenté. Puis, la location avec option d'achat devient la deuxième option qui est préférée là, ou qui est envisagée là, par la relève aspirante. Puis, pour nous, c'est quand même dans une continuité où ça reste que la location avec option d'achat se termine par la propriété privée, donc on peut penser que c'est peut-être un moyen détourné ou une autre manière là, d'accéder à la propriété privée. Puis, j'aimerais ça noter aussi là, que 46% qui envisagent plus d'un mode de propriété, donc un petit peu plus là, que la relève établie. Puis, c'est ça. Pour ce qui est de la propriété privée, c'est pas une surprise pour nous là, que autant pour la relève établie ou ici, là, dans ce cas-ci, la relève aspirante, ça soit la manière qui est préconisée pour accéder à la terre parce que la vente de son entreprise agricole et souvent de la terre et parfois de la résidence qui vient avec, ça reste la meilleure manière de financer la retraite des personnes qui sont en agriculture. Puis, ça peut aussi nous aider là, pour les facilités de financement. Tu sais, quand on est propriétaire de sa terre, ben, c'est beaucoup plus facile de mettre ses actifs en garantie. On a un plus grand poids là, pour aller chercher du financement. Donc, c'est ce qui m'amène à laisser la parole à Véronique. Merci. Merci Marilyn et Julie. Donc, maintenant que vous comprenez mieux le profil de nos répondants, je vais vous présenter les conditions d'habitation de la relève établies, puis les perspectives pour ce qui est de la relève aspirante. Comme vous voyez à l'écran, on a sondé la relève établie sur le type de résidence qu'elle habite et ainsi que son mode de propriété. Donc, c'est sans surprise là, que la maison individuelle est le type de résidence la plus habitée par notre échantillon, suivi ensuite, dans une moindre mesure, de la maison bigénérationnelle, puis de l'appartement condo 3,5, 4,5, 5,5. Puis finalement, dans une encore moindre mesure, là, des résidences plus de type alternatif, là, roulotte, yurt, mini-maison, pour terminer avec maison mobile, maison jumelée. Pour ce qui est du mode de propriété, encore une fois, près de 80% de notre échantillon est propriétaire de sa résidence, donc soit la relève
ou son entreprise est propriétaire de la résidence. Puis finalement, un 15% là, de notre échantillon qui est plus locataire et un 6% hébergé gratuitement. Donc, ces données-là, c'est pas une surprise pour nous, là, sachant que l'agriculture s'est construite sur un modèle de ferme familiale au Québec. Puis que, bon, en zone verte, les constructions qui sont permises par la CCTAQ sont des maisons unifamiliales. On a sondé la relève aspirante là, sur leur intérêt envers les différents types de résidences pour loger leur ménage. Donc, ce qui revient là, en position numéro 1, c'est la maison individuelle. Pour ce qui est... bonjour Hubert, on va prendre les questions à la fin. Il y a une période de questions qui est prévue à cet effet. Merci. Donc, pour ce qui est des... sinon, vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat en attendant. Si vous avez peur de l'oublier. Donc, la maison individuelle est la maison est le type de résidence la plus populaire auprès des aspirants, suivi ensuite de près par la maison, ben pas de près, mais suivi par la maison bigénérationnelle. Ça leur aurait été intéressant si on avait eu un plus grand échantillon de pouvoir croiser cette question-là avec, par exemple, le mode d'établissement envisagé, voir s'il y a peut-être une corrélation entre l'intérêt puis le mode d'établissement par transfert apparenté, par exemple. Mais là, notre échantillon ne nous le permet pas. Ce qu'on voit ressortir, là, ben, c'est que l'appartement de la résidence de type appartement ou condo, c'est vraiment l'option la moins intéressante pour la relève. Puis, ce l'est encore moins que des résidences de type alternatif ou, par exemple, une maison semi-détachée. Pour ce qui est des intérêts envers les modes de propriété pour loger le ménage, ben, un peu, dans le fond, ce qu'on voit, c'est la propriété privée là, qui prime sur la location. Il y a quand même, par exemple, 42 répondants qui se sont dit neutres là, par rapport ou, bon, 49 neutres ou plutôt intéressés envers la location. Puis, tu sais, je fais ça fait sens avec aussi les modes d'établissement envisagés pour l'accès à la terre. Donc, tant et aussi longtemps que, dans le fond, de ce qu'on perçoit, c'est tant et aussi longtemps que les fonds de pension des agriculteurs les fonds de pension, je dis entre parenthèses, des agriculteurs vont être intimement liés à la vente de leur propriété, parfois même de leur résidence, mais il est fort probable que ce sera tout le temps ce mode de propriété-là qui sera envisagé, priorisé. On a également sondé la relève établie sur leur situation résidentielle. Donc, sans surprise aussi, encore une fois, c'est les couples avec enfants qui ressortent comme la composition la plus fréquente là, du ménage. En fait, la relève agricole n'est pas différente de l'ensemble de la population. L'établissement en agriculture, on voit que ça arrive souvent avec la création d'une famille. L'âge du premier enfant là, au Québec, c'est de 29 ans. Puis si on se rappelle, c'est 33 ans, l'âge moyen de la relève agricole au Québec. Il faut noter aussi que notre échantillon est composé à 76 là, donc le 3/4, c'est des gens qui sont âgés entre 30 et 40 ans, ce qui peut expliquer la prépondérance des couples avec enfants. Par contre, on a aussi sondé la relève aspirante sur la situation résidentielle qui est envisagée au moment de l'établissement. Même si on peut juste prendre ces informations-là avec des pincettes parce qu'on les questionnait sur une situation qui est hypothétique, c'est important de... Dans le fond, on observait des données assez similaires. Là. En fait, les couples avec enfants puis couples sans enfants étaient finalement les deux catégories les plus importantes, mais ex aequo. Donc, pour nous, c'est important de sonder sur cette réalité-là aussi, parce que si on veut penser des solutions d'habitation qui répondent aux besoins de la relève agricole, ben, c'est évidemment un facteur qui doit être pris en compte. Parmi les hypothèses aussi qu'on avait en lien avec les défis d'habitation pour la relève agricole, ben, c'est notamment en lien avec la proximité de la résidence avec le lieu de production. Donc, pour nous, on pensait que la relève vivait des défis particuliers en lien justement avec cette proximité-là qui est nécessaire là, de par la nature de leur emploi.
Donc, on a sondé la relève à savoir qui parmi eux habitait sur leur lieu de production. Donc, notre échantillon, c'était 61 de la relève établie qui habitait sur son lieu de production. Puis, pour ceux qui n'y habitaient pas, on leur a demandé si cette situation leur convenait. Puis, il y a un peu plus d'une personne sur deux qui disait que cette situation-là était insatisfaisante. Par contre, pour ceux qui se disaient satisfaits, on leur a aussi demandé la distance qui séparait leur résidence de leur exploitation agricole. Puis c'était très variable, là. C'était entre 1 km et 40 km. Donc c'était très différent d'un individu à l'autre. Par contre, quand on a sondé la relève aspirante sur leur désir d'habiter sur leur lieu de production, eh bien là, sur notre échantillon de 102 répondants, là, c'est 90 de la relève qui s'est dit souhaiter habiter sur son lieu de production. Donc, les principales sources de motivation qu'elles ont énoncées, c'était essentiellement pour faciliter, surveiller plus facilement les cultures, les élevages, équipements et infrastructures. Ensuite, c'était pour réduire le temps de déplacement au maximum, pour répondre plus facilement aux urgences, puis dans une moindre mesure, là, pour entretenir des liens de voisinage avec les agriculteurs, puis les agricultrices. On a également sondé la relève sur les difficultés rencontrées lors des plus récentes recherches de logement. Donc, parmi les 40 personnes qui se sont dit avoir rencontré des difficultés lors de leurs plus récentes recherches de logement, je tiens à préciser là, que c'est juste ceux qui ont effectué des recherches qui se sont fait poser la question. Donc, c'est un échantillon qui regroupe à la fois la relève établie et la relève aspirante. Mais c'est 3 personnes sur 4 qui ont indiqué que les résidences disponibles étaient trop chères. Il y avait plus de la moitié qui ont indiqué que les résidences disponibles étaient trop loin de leur lieu de production. Puis, finalement, il y avait le tiers qui ont indiqué que les résidences disponibles avaient besoin de rénovation majeure. Les deux premiers, les deux premiers points, ça ne nous étonnait pas tant. En fait, ben, le premier point, ça fait sens avec justement l'explosion du prix des maisons unifamiliales là, depuis les dernières années. On connaît aussi bien le taux d'inoccupation puis la crise du logement là, qui est vécu à l'échelle du pays. Pour ce qui est de la deuxième, la deuxième difficulté, ben, on observait que c'était quelque chose à laquelle on s'attendait, mais c'était plus au niveau des rénovations majeures là, que c'était un élément qui qui était peut-être un peu nouveau de notre côté, là, ou qu'on envisageait moins au niveau des réponses. En lien avec cet élément-là, on a aussi posé la question à la relève établie, à savoir leur niveau de satisfaction envers leur résidence. Donc, il y avait plus d'une relève établie sur 3 qui se disait insatisfaite ou partiellement satisfaite de leur résidence. Puis, les principales sources d'insatisfaction énoncées parmi ces répondants-là, c'était encore une fois la distance du lieu de production, cette fois-ci la taille qui était trop petite de la résidence ou la qualité du logement. Donc, soit elle avait besoin de rénovation majeure, elle n'était pas conforme ou elle était non sécuritaire. Donc, bien qu'on a un tout petit échantillon ici, encore une fois, on a voulu voir aussi qu'est-ce qui se faisait ailleurs, c'était quoi les données plus au niveau de la population en général. Donc, on est allé voir du côté de la SCHL là, qui, en 2022, indique que le taux global de ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement était de 11,6. Les besoins impérieux en matière de logement, dans le fond, ça permet d'évaluer si les ménages ont accès à un logement qui est acceptable pour eux. Selon la SCHL, en fait, un ménage éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son logement est non conforme à au moins 3 des critères suivants. Le premier critère, c'est l'abordabilité. Donc, si le ménage consacre 30 ou plus de son revenu avant impôt au logement, c'est jugé non abordable, non conforme. Puis, les 2 autres critères, c'est en matière de qualité du logement puis la taille du logement. Donc, de notre côté, si on enlève la distance du lieu de production parmi les critères, parce que c'est un critère qui est vraiment spécifique aux besoins de la relève agricole, bien là, on se retrouve avec
un 22 personnes, là, donc 19% qui se dit insatisfaite ou partiellement satisfaite de sa résidence. Pour des raisons d'abordabilité, de qualité ou de taille convenable du revenu. L'abordabilité étant jugée trop chère, mais on n'est pas nécessairement en mesure là, d'évaluer précisément là, l'apport du revenu consacré au ménage, au logement. Comme je l'ai dit, en fait, il y a la question des rénovations majeures qui est apparue autant dans les réponses en lien avec les recherches de logement, mais aussi sur la satisfaction en lien avec le logement habité actuellement par la relève. Donc, on s'est questionné, bon, est-ce qu'il y a peut-être des études qui auraient été faites sur la vétusté du parc immobilier en zone agricole? Donc, on a essayé de creuser un peu pour voir les portraits régionaux de l'habitation qui sont réalisés par la Société d'habitation du Québec. Là, j'ai mis à l'écran une capture d'écran pour la région du Bas-Saint-Laurent, mais il y en a pour pratiquement toutes les régions au Québec. C'est des données qui datent de 2016, mais malheureusement, les besoins, les données en fait qui s'y trouvent incluent uniquement les ménages privés non agricoles. Même chose pour une autre étude qu'on a trouvée qui date encore de plus longtemps, là, des données de 2001. Encore une fois, ces données concernent les ménages qui sont seulement non agricoles. Donc, à notre avis, ça serait intéressant de creuser cette question-là, notamment en raison là, de aussi ce qu'on entend dans le secteur, dans le milieu. Là, il semble avoir des enjeux là, de qualité du logement en zone agricole. Pour ce qui est du revenu annuel avant impôt que la relève se retire de l'entreprise agricole. Donc là, c'est bien important de noter que la relève se retire de l'entreprise agricole parce qu'on va parler du revenu total avant impôt juste un peu dans quelques slides. Donc, au niveau de notre échantillon, c'est 68% qui se retirent moins de 30 000 de revenus de leur entreprise agricole. Là, je tiens à souligner, là, encore une fois, je fais des ponts avec le profil des répondants. C'est 52% de notre échantillon qui s'est établi entre 2020 et aujourd'hui. Donc, c'est des entreprises qui ont moins de 4 ans ou moins. Donc, ça vient aussi peut-être expliquer là, ces données-là, sachant que ça peut prendre quelques années avant qu'une entreprise se retire un revenu de l'entreprise. Puis bon, si on inclut la catégorie en haut là, à 60 000 par année, mais c'est 91% de notre échantillon là, qui se retrouve là, dans ces trois catégories-là. Je tiens aussi à souligner que la moitié des répondants ont indiqué que les 2 adultes du ménage travaillaient sur l'entreprise agricole. Donc, vous faites le calcul là, pour la moitié de nos répondants, là, ça revient quand même à un petit revenu là, par individu. Donc, ces chiffres-là nous amènent à parler du double emploi chez la relève agricole. En 2021, selon le dernier portrait là, du MAPAC, c'est 44% de la relève qui avait travaillé à l'extérieur de l'entreprise. C'est un chiffre qui est en hausse depuis 2006. En 2006, on parlait plus de 38%. Nous, de notre côté, pour notre échantillon, là, on est vraiment au-dessus du 44%. Là, c'est 75% de la relève établie de notre échantillon qui dispose d'une autre source de revenus. Parmi ces sources-là, on note 51 personnes là, qui ont indiqué que le conjoint ou la conjointe travaille à l'extérieur de l'entreprise à temps plein. Sinon, il y a le tiers qui occupe eux aussi un emploi à temps plein, puis à peu près aussi le tiers qui occupe un emploi à temps partiel à l'extérieur de l'entreprise agricole. Ce que je souhaite aussi soulever ici, c'est l'apport du revenu annuel généré par l'emploi occupé à l'extérieur de l'entreprise agricole. Donc, ça, c'est une donnée, encore une fois, tirée du portrait de la relève du MAPAC. Donc, il y a eu une assez importante hausse là, entre 2006 et 2021. En 2021, on parle de 72% du revenu annuel qui est généré par l'emploi occupé à l'extérieur versus un 46% en 2006. Donc, c'est
c'est une situation qui, d'année en année, là, prend de l'ampleur. Puis là, je tenais à faire une petite parenthèse là, sur justement l'article 40 là, de la loi sur la protection du territoire agricole, euh, la LPTAA. C'est ici, là, j'ai une petite capture d'écran du site web de la Commission de protection du territoire agricole qui indique, bon, il y a plusieurs droits qui régissent là, la construction de résidences en milieu agricole. Ce qui est écrit ici, c'est que l'agriculteur doit notamment démontrer qu'il tire son revenu principal de la pratique de l'agriculture. Donc, si jamais il veut se construire une maison à même son lieu de production, à même la terre, par contre, ce droit est refusé à toute personne qui projette devenir agriculteur et dont les revenus ne permettent pas d'en vivre au moment où la déclaration est déposée. Donc, c'est certain que cette clause-là a sa pertinence, là. Dans le fond, ça vient protéger le territoire agricole puis empêcher des personnes de temporairement s'inventer agriculteur, se construire une maison et délaisser l'agriculture quelques années après. Par contre, ça pose quand même des enjeux puis des défis importants pour la relève agricole qui, on le sait, se démarre de plus en plus, s'établit de plus en plus en agriculture par démarrage d'entreprise et non pas par transfert familial. Il y a des clauses spécifiques là, à la relève familiale là, qui permettent de construire là, des résidences pour les filles, fils d'agriculteurs, agricultrices. Mais pour ce qui est justement de la relève non apparentée, mais il y a des défis particulièrement importants qui se posent là, en lien justement avec le fait que l'agriculture est de moins en moins le revenu principal de la relève. Là, je vais vite parce que je veux laisser la période de questions. Fait que ben, je continue. Mais je suis un peu soufflée. Donc, voilà, la prochaine diapo ben, vous montre justement le revenu annuel total avant impôt du ménage. Donc, là, on inclut à la fois le revenu de l'entreprise et le revenu total. Bon, vous voyez que vous avez, dans le fond, notre échantillon, c'est un 42 là, qui a un revenu inférieur à 59, à 60 000 on a, là, pour les fins de la présentation, puis la présentation des résultats, on a groupé certaines catégories, mais dans le questionnaire, là, elles étaient plus éclatées. Donc, ça nous permet là, d'affirmer finalement que 54 de la relève a un revenu, ben, son ménage a un revenu en deçà de 75 000 là. Puis lorsqu'on met ça en relation avec le revenu annuel médian avant impôt d'un ménage québécois, ben, c'est 76 300 selon l'Institut de la statistique du Québec là, en 2023. Donc, on voit que c'est 50 qui se situe en dessous du revenu médian québécois là, pour ce qui est de la relève. Ensuite, on leur a posé la question à savoir le paiement mensuel moyen pour loger le ménage. Donc, la majorité là, se situe, en tout cas, il y a un grand nombre que c'est 2 000 et plus pour loger le ménage. Ensuite, ils sont quand même répartis de manière transversale dans les différentes catégories. Il y en a quand même 17 là, que le coût de la maison est carrément intégré dans l'entreprise, là, en même les frais fixes de l'entreprise. Puis, bon, ce qu'on voit, c'est que on est ça semble tourner un peu autour des moyennes canadiennes, là, avec des propriétés à 1700. Bon, c'est une moyenne de 1759 par mois. Là, on parle de l'électricité, les assurances, tout inclus. Puis les locataires, plus 1271. Donc, tu sais, sachant que notre échantillon est composé principalement de propriétaires de maisons, mais ça vient peut-être expliquer un peu en haut ceux qui sont situés à plus de 2000. On a essayé de faire l'exercice. Ah oui, on a aussi posé la question à la relève établie, à savoir si elle vivait du stress face au paiement de son logement. Donc, c'est plus du tiers là, de la relève qui ont dit qu'ils vivaient souvent ou toujours du stress face au paiement de leur loyer.
Donc ça inclut vraiment la relève qui, bon, d'abord paye un loyer ou une hypothèque. Là. Il y avait, je pense, 6 personnes qui étaient hébergées gratuitement ou quelque chose comme ça. Puis ça exclut aussi les personnes qui ont préféré ne pas répondre à la question pour un échantillon de 99. Donc, pour ces personnes-là, il y a environ le tiers des ménages qui allouent plus de 30 de leurs revenus à leur logement. Ça, c'est vraiment notre estimation là, basée sur les données qu'on a. Mais c'est à prendre là, vraiment avec prudence. Puis, on a également, dans le fond, demandé la capacité maximale à payer du ménage. Il y avait 25 de la relève qui indiquait que leur paiement mensuel actuellement dépassait leur capacité financière maximale. Puis, il y en avait 45 qui ont indiqué que leur paiement mensuel correspondait à la capacité financière maximale de leur ménage. Donc, il y a quand même peu de marge de manœuvre au niveau de cette section-là, de cet élément-là. Donc, je sens que je cours. Donc, les derniers points, je tiens juste à mentionner qu'on a également sondé la relève aspirante sur le revenu, le logement, je veux dire, le paiement moyen du logement envisagé, leur capacité maximale à payer au moment de leur établissement. Puis, ça tournait, c'était en bas de 1200 là. Donc, on voit quand même un clash entre cette situation espérée de la relève et finalement ce qui est avéré auprès de la relève établie. Donc, je tenais juste à mentionner pour les prochaines étapes du projet, on a il y a Julie qui a mentionné notre intérêt là, à collaborer avec le milieu de la recherche pour peut-être essayer d'aller pousser plus loin les données qu'on a collectées aujourd'hui et les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Je pense on a mis le doigt peut-être sur quelques éléments qui mériteraient davantage d'attention. Puis, comme je l'ai dit aussi au début, on est à l'étape on va amorcer là, la co-construction, la réflexion des projets d'habitation dans les 3 territoires. Donc, pour ceux qui ont des expertises pertinentes à mettre sur la table, qui sont intéressés à participer à la réflexion, à participer au développement de ces solutions-là, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Puis ça va me faire plaisir là, de voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble puis vous impliquer dans ce beau projet là, qui va impliquer plein de gens de tout horizon. Donc, je te laisse la parole, Clovis, pour le mot de la fin. Puis en fait, la période de questions, évidemment. Merci beaucoup là, à nos présentatrices du SIDA. Là. C'était vraiment intéressant. On s'excuse, ça a débordé un peu, mais c'était beaucoup d'informations. Je pense que c'était pertinent qu'on prenne le temps là, de bien toutes les présenter. Là. Merci beaucoup. C'était un travail quand même de moine là, qui a été fait de recueillir. Il y avait beaucoup de questions. Là. Nous, on l'a fait, puis il y avait beaucoup de questions. Donc, c'est ça, ce serait le moment. Là, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie d'intervenir, de donner votre impression peut-être sur ce que vous venez d'entendre. Les micros sont ouverts. Là, donc, je vous inviterai à évidemment ouvrir vos caméras puis si vous avez des petits éléments à ajouter ou simplement des questions, c'est le moment. Je vois la présentation, la question, je veux dire, de Mylène Gagnon dans le chat. En fait, la présentation PowerPoint va être disponible avec l'enregistrement parce qu'on a apporté plein de précisions au fur et à mesure du webinaire qui sont importantes là, pour bien comprendre les résultats qui vous sont présentés. Par contre, il y a un rapport là, de recherche qui va suivre. En tout cas, je ne veux pas m'avancer encore trop sur la date de publication, là, mais c'est ça, un rapport sûrement au courant de l'année 2025. Donc, j'ai Olivier Brière là, qui a levé la main. Si tu veux, Olivier, tu peux ouvrir ta caméra et poser ta question. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui. Excellent, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Au début de la présentation des données, on faisait souvent la distinction entre l'habitation privée, la propriété privée, la location. Est-ce que vous avez évoqué les modes de propriété coopérative qui sont un petit peu entre les deux, là, si on veut, là, au niveau des cases à cocher, là? On sent qu'il y a beaucoup d'intérêt, en fait, pour des modes d'établissement qui utiliseraient bon, les leviers collectifs, si on veut, là, puis on en parle beaucoup. Je ne sais pas si effectivement ça pouvait se ressentir dans les données que vous avez collectées. Tu parles pour la résidence
et pour la Pour la terre. production également, les deux, oui. À mon avis, il y avait une catégorie autre. Puis de mémoire, là, oui, il y avait une catégorie autre qui nous permettait justement d'identifier ces modes d'accès à la terre alternatifs. On s'est beaucoup posé la question à savoir jusqu'où on allait dans les différents modes d'accès à la terre. Mais en fait, ils ont été regroupés dans la catégorie autre, mais ils ne sont pas présentés là, effectivement dans le tableau que je vous ai présenté tantôt. Mais c'était assez marginal là, pour ce qui est de ceux qui avaient indiqué là, FUSA ou terre. Il y avait d'autres types de propriétés, mais c'était très marginal. Je ne sais pas, Marilyn, si tu veux peut-être te lever ta main, tu veux-tu compléter? Oui, exact. Juste rapidement, là, j'ai ramené la diapositive devant mes yeux. C'est la 23 si jamais vous voulez y retourner. Donc, ceux qui ont répondu autre, ils sont 4. Donc, ça, c'est vraiment ceux là, que c'était pas que ça rentrait dans aucune des autres catégories. Merci beaucoup. Parfait. Puis peut-être aussi quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant à creuser dans le futur. Moi, j'ai travaillé longtemps pour Place aux Jeunes aussi, là, fait que l'habitation, on voit que c'est aussi un continuum. C'est peut-être un peu moins le cas en agriculture parce qu'on souhaite s'établir de façon permanente dès le début. Mais il y aurait peut-être aussi à réfléchir sur une façon aussi de réfléchir le logement dans une perspective aussi d'établissement, là. C'est-à-dire qu'au début, on est souvent peut-être un ou deux, puis plus tard, les enfants arrivent, ou en tout cas, bref, de voir est-ce qu'il y a des moyens de répondre aussi selon l'étape où est-ce qu'est rendu le couple ou l'entreprise là, dans ses besoins en matière de logement. C'est un commentaire, il n'y a pas de... Merci pour ton commentaire. Oui. Merci beaucoup, Olivier. J'aurais Hubert Lavallée là, de Protecteur, si vous pouviez vous lancer. Là. On ne vous entend pas, M. Lavallée. Oui, j'ouvrais mon micro. J'ai deux questions, en fait. La première, est-ce qu'il y a eu des éléments au niveau aussi du logement pour les employés? Parce que il y a évidemment le logement pour le propriétaire, la relève comme telle, mais il y a aussi souvent des besoins d'employés qui ont besoin aussi de logement. Est-ce que ça a été examiné dans l'étude ou est-ce que ça a été soulevé par les répondants? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, on sait que le MAPAC a déposé un projet de loi pour des modifications au niveau de la loi sur la protection du territoire agricole tout récemment. Est-ce que vous avez eu le temps d'examiner s'il y avait des nouvelles dispositions qui peuvent faciliter l'accès à une résidence là, sur une terre agricole par la relève? Deux très bonnes questions. Merci, Hubert. Pour la première question, en fait, non, on ne s'est pas concentré sur les résidences pour les employés. En fait, ça leur a été d'ouvrir carrément un autre pan là, de recherche. Puis là, on l'a répété quand même à plusieurs reprises, mais on avait un petit budget, c'était un premier pas. Par contre, dans les entretiens, tu sais, on le sait déjà que c'est un besoin qui ressort au niveau des employés, mais ça a été un choix de se concentrer seulement vraiment sur la relève. Pour ce qui est de la deuxième question, pour la loi, effectivement, ça va être à creuser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je dirais qu'on n'a pas eu le temps là, entre le 5 décembre et aujourd'hui pour s'y pencher. Mais effectivement, là, c'est quelque chose qu'on va regarder avec grande attention. Si je peux me permettre, là, pour répondre un peu à Hubert, là, au niveau de la modification, le projet de loi 86 là, qui a été présenté. Nous, on l'a analysé quand même. Là, on n'avait pas tout cette grosse présentation-là à faire. Fait qu'on on a eu le temps, là, puis on est content de l'avoir fait Je me aujourd'hui. trompe de place. Mais, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Je veux pas. Non, mais je pense que ça devait être à Saint-Mathieu au début, hein? Ouais, c'est ça. Oh, Ok, ben, peu c'est importe. ça. Je vais. chercher des choses. Oh, Je viens de parfait. désactiver le C'est micro. parfait. Oui, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir là, une prise en compte. Là, dans le fond, l'article 40 ne va pas changer là, de la LPTA, sauf que l'article 62 qui permet d'aller chercher
d'autres de marge de manœuvre au niveau de la construction de logements. Il va y avoir des éléments pris en compte de plus. Donc, il y a des critères en ce moment de sélection pour pouvoir permettre la construction de logements. Il va y avoir certains éléments qui vont être ajoutés pour pouvoir augmenter la facilité de la construction. Donc, ben, tu sais, c'est ça, je pense que, comme Véronique l'a dit, là, il va y avoir une analyse plus approfondie un peu de l'impact que ces nouveaux critères-là vont apporter. Mais oui, c'est pris en compte dans le projet. Il y a une volonté quand même de faciliter la construction, autant pour la relève que pour les travailleurs ou les travailleuses là, sur les entreprises. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Merci pour le complément, Clovis. Ça fait plaisir. Dans les questions là, qui sont en ligne, là, il y a quelqu'un, c'est Jacinthe, là, qui demandait si il y avait des projets, des règlements, de la planification facilitante qui avaient été identifiés, peut-être des attentes face aux municipalités. Je ne sais pas si vous aviez un mot à dire là-dessus. Je pense que ça peut être pertinent. Oui, oui, définitivement. Ben, effectivement, là, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le cadre du projet, ça fait partie des activités là, qui auront de recherche qui vont être déployées. Donc, l'objectif, c'est d'identifier, c'est d'aller creuser des initiatives inspirantes, que ce soit, oui, des projets d'habitation, des réglementations, des planifications, un peu comme vous dites, Jacinthe, qui pourraient inspirer la co-construction des projets de logement sur nos 3 territoires. On est encore on a fait une grande veille, là, autant au Québec qu'à l'international, justement avec Habitation Canopée. Je pense qu'on a une cinquantaine là, d'initiatives qui ont été répertoriées. Donc là, ça va être le choix difficile de, bon, qu'est-ce qu'on priorise? Parce qu'on ne pourra pas tout documenter en profondeur, mais on attend de voir un peu comment se développent les projets dans nos 3 territoires partenaires pour vraiment cibler là, des initiatives qui risquent d'être plus en adéquation avec eux, leurs objectifs sur leur territoire. Pour ce qui est des attentes face aux municipalités MRC, ben, en fait, ce sera à co-construire avec eux là, dans le cadre des ateliers, là, autant pour on inclut en fait autant des acteurs au niveau municipal que MRC. Là, tu sais, du côté, je peux penser, je nomme en exemple du côté du Témiscouata. On a l'aménagiste là, de la MRC qui est présente avec des conseillers municipaux. Donc, l'objectif, puis là, je passe aussi d'autres personnes là, qui vont participer à ces groupes porteurs-là. Donc, l'idée, c'est de vraiment réunir tout ce beau monde-là ensemble, puis voir, bon, c'est quoi les contraintes, puis comment qu'on peut travailler ensemble pour pallier aux freins auxquels font face la relève, là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires avant qu'on mette fin à la rencontre? Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Oh, j'aurais Jean-François Plante là, qui s'est glissé juste avant que je fasse le petit mot de la fin, mais allez-y, là. Oui, salut. Donc, Jean-François d'Habitation Canopée, vraiment super là, comme rendu, là, parce qu'on a travaillé sur le questionnaire, puis on avait vraiment hâte de voir les résultats. Fait que vraiment bravo. Puis pour la suite des choses, si ça peut répondre à des questions qui ont pas été posées, le projet C'est repenser l'habitation pour la relève agricole. On a vu dans les données là, que la majorité des gens, ils veulent quand même juste une propriété privée sur leur terrain, mais on regarde les revenus qu'ils font dans la relève agricole, c'est en général moins de 50 000. Fait que 50 000, c'est pas beaucoup. Donc, quand on repense l'habitation, c'est pas juste comment qu'on fait pour avoir accès à une propriété privée comme le modèle conventionnel, c'est aussi comment est-ce qu'on peut trouver d'autres modèles de financement pour d'autres types d'habitation aussi, parce que si la relève ne peut pas s'installer pour que son entreprise puisse fleurir, ben la relève agricole, dans le fond, elle meurt après quelques années comme n'importe quelle autre entreprise, mais c'est pas à cause de leur projet agricole, c'est à cause de l'habitation. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment content de la recherche, là, parce que ça clarifie beaucoup là, c'est quoi les défis tant de la relève, donc au niveau financier, mais aussi en matière d'habitation. Donc, bien de voir pour la suite là, le travail là-dessus. Puis, merci à tout le monde d'avoir joint aujourd'hui. Merci, Jean-François.
Merci beaucoup, Jean-François. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Sarah Mayotte là, de l'Artère en Estrie. Vas-y, Sarah. Je m'excuse. Je voulais Vraiment. faire un beau commentaire sur ce que Jean-François vient de dire, puis je me suis trompée d'affaire. Fait que... Mais très intéressant. Ben, c'est juste un commentaire. Là, je trouve que au niveau de l'artère, on retrouve un peu les mêmes choses. Je me questionne des fois sur dire, ben, créer de la richesse, est-ce que c'est nécessairement être propriétaire, tu sais, au niveau d'une personne, tu sais, on voit aussi plus de la moitié des agriculteurs voient ça comme leur retraite. Donc, on sait que c'est ça, mais je pense qu'il faut aller aussi peut-être voir comment on peut créer une richesse sans être nécessairement propriétaire. Comment on peut aller plus loin là-dedans parce que je pense pas que la situation économique qu'on vit, elle va sûrement perpétuer et s'empirer, je peux dire, là, dans les prochaines années. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est des belles pistes de réflexion, de solutions, puis bravo pour la présentation. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Donc, encore une fois, je me lance une dernière fois. Peut-être qu'il y aura une autre question qui va se glisser avant, mais s'il n'y a pas d'autres questions, là, ce serait tout aujourd'hui pour le webinaire. On remercie tout le monde là, d'avoir accepté là, de déborder peut-être un peu là, par rapport au temps qui était prévu à la base. Je voudrais aussi remercier là, encore une fois les présentatrices. Là, c'était vraiment un beau travail. Puis encore une fois, merci aussi Cisa d'avoir fait cet excellent résumé. Là. C'était quand même un très gros questionnaire. Ça ne doit pas avoir été facile de l'analyser. Donc, je voudrais remercier aussi les organisations là, qui ont contribué à la diffusion du questionnaire auprès de nos membres, entre autres, mais aussi de la relève qui n'est pas membre de la FRAC. Puis, vous allez pouvoir avoir accès au rapport de recherche complet là, qui va être rendu disponible sur le site web du CISA au courant de l'hiver 2025. Donc, ben, merci encore pour la participation de tout le monde. Un grand merci aux présentatrices, puis bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci.